Le reflet d'Isée Marcellin dans les baies vitrées de la villa d'Annecy semblait flotter au-dessus du lac comme un fantôme. 3 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait prononcé le oui qui l'avait enfermée dans cette cage dorée, et pourtant, elle se sentait toujours étrangère dans cette demeure aux lignes parfaites. Ses pas résonnaient sur le marbre italien tandis qu'elle traversait le salon principal, ses anciennes chaussons de danse ayant cédé la place à des escarpins silencieux. L'ironie était cruelle. Elle qui avait passé sa vie à faire chanter son corps sur scène, vivait désormais dans un silence assourdissant. Silver d'Alverny était rentré tard, comme d'habitude. Elle l'avait entendu monter l'escalier vers 23 heures, ses pas mesurés s'arrêtant toujours devant la porte de sa chambre, jamais à l'intérieur. Depuis leur mariage, il n'avait jamais franchi ce seuil, pas une fois. Au début, Isée s'était dit que c'était de la galanterie, du respect pour son traumatisme à la jambe qui avait brisé sa carrière. Puis elle avait pensé qu'il attendait qu'elle fasse le premier pas. Maintenant, elle ne savait plus que penser de cet homme qui la regardait parfois avec une intensité dévorante, mais ne la touchait jamais. Ce matin-là, en descendant pour le petit déjeuner, elle le trouva debout devant la fenêtre de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Silver portait un costume anthracite qui épousait parfaitement sa silhouette élancée, ses cheveux châtains légèrement ébouriffés, trahissant une nuit agitée. « Bonjour », murmura-t-elle, en s'approchant de la machine à expresso. Il se retourna, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. Les yeux de Silver, d'un gris orageux, semblaient porter le poids d'un secret qu'il ne partageait avec personne, pas même avec sa femme. « Bonjour, Isée ». Sa voix était grave, enrouée, comme s'il avait passé la nuit à parler ou à crier. Elle remarqua les cernes sous ses yeux, la tension dans ses épaules. « Tout va bien » osa-t-elle demander. Silver hésita, ses doigts se crispant imperceptiblement autour de sa tasse. Pour la première fois depuis des mois, il semblait sur le point de lui confier quelque chose. Mais le moment s'évanouit quand son téléphone vibra contre le marbre du comptoir. « Je dois y aller », dit-il en attrapant l'appareil. « Mon père m'attend au bureau. » Et il partit, comme toujours, laissant Isée seule avec ses questions et l'écho de sa voix qui résonnait encore dans la cuisine vide. L'après-midi s'étira mollement. Isée tenta de s'occuper en relisant quelques lettres de ses anciennes collègues de l'Opéra de Paris, mais leurs nouvelles de tournée et de premier rôle ne faisaient qu'accentuer le sentiment de vide qui l'habitait. Elle avait bien essayé de reprendre la danse en amateur, mais sa jambe droite lui rappelait cruellement ses limites à chaque mouvement. Vers 18 heures, alors qu'elle préparait un dîner que Silver ne partagerait probablement pas, son téléphone sonna. C'était lui. « Je ne rentrerai pas ce soir. Problème urgent à régler. » Quel genre de problème? Un silence. Puis, « Rien qui te concerne. Bonne soirée, Isée. » Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre, la laissant avec le combiné dans la main et une étrange boule au ventre. Quelque chose dans sa voix l'avait troublée, une fêlure qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. La nuit tomba sur Annecy, et Isée se retrouva une fois de plus seule dans leur immense demeure. Elle erra de pièce en pièce, ses pas la menant inconsciemment vers le bureau de Silver, une pièce dans laquelle elle n'était jamais entrée. La porte était entr'ouverte. À travers l'interstice, elle aperçut des documents éparpillés sur le bureau, un ordinateur portable encore allumé. Sur l'écran, des graphiques financiers clignotaient en rouge. Elle poussa doucement la porte et pénétra dans l'antre de son mari. L'odeur de son eau de toilette flottait encore dans l'air, mêlée à celle du cuir des fauteuils. Sur le bureau, au milieu du chaos de papier, une photo la fit s'arrêter net. C'était un cliché d'elle, pris lors d'une représentation de Gisèle 3 ans auparavant, juste avant son accident. Elle était suspendue dans les airs, ses bras formant un arc parfait, son visage rayonnant de passion et de vie. Une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Silver avait gardé cette photo. Pendant tout ce temps, dans son refuge le plus intime, il avait gardé l'image de la danseuse qu'elle avait été. Isée sentit ses yeux s'embuer. Peut-être que tout n'était pas perdu entre eux. Peut-être qu'il y avait encore quelque chose à sauver dans ce mariage de façade. Mais alors qu'elle s'apprêtait à repartir, son regard tomba sur un document ouvert, un contrat de mariage, qui n'était pas le leur. Des noms qu'elle ne connaissait pas, des clauses étranges concernant la préservation de l'image familiale et la protection des intérêts génétiques. Un frisson la parcourut. Que cachait réellement la famille d'Alverny? Et pourquoi Silver semblait-il si différent ce matin-là, si vulnérable? 3 jours s'écoulèrent sans nouvelles de Silver. Isée avait tenté de le joindre plusieurs fois, en vain. Ses appels tombaient directement sur sa messagerie et ses messages restaient sans réponse. L'inquiétude grandissait en elle
mêlée à une colère sourde contre cet homme qui continuait de la tenir à distance même dans l'adversité. Le vendredi soir, alors qu'un orage menaçait au-dessus d'Annecy, Silver réapparut enfin. Mais ce n'était plus l'homme impeccable qu'elle connaissait. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en bataille, et ses yeux portaient une fatigue qui semblait venir de l'âme. « Nous partons pour Chamonix », annonça-t-il sans préambule, jetant un sac de voyage sur le canapé du salon. « Maintenant, il est presque 20 heures, et l'orage... Maintenant. » Il y avait quelque chose d'urgent, presque désespéré dans sa voix. Isée ne protesta pas. Elle monta rapidement préparer ses affaires, son cœur battant d'une anticipation qu'elle ne parvenait pas à expliquer. La route vers Chamonix fut silencieuse. Silver conduisait sa Porsche avec une concentration féroce, ses mains crispées sur le volant. Les premières gouttes de pluie commencèrent à claquer contre le pare-brise alors qu'il prenait la route sinueuse qui montait vers la vallée alpine. La propriété familiale de Chamonix se dressait au bout d'une allée bordée de sapins centenaires. C'était un chalet du XIXe siècle, plus rustique que la villa d'Annecy, mais tout aussi imposant avec sa vue imprenable sur le Mont Blanc. Isée n'y était venue qu'une seule fois, le lendemain de leur mariage, et elle en gardait le souvenir d'un lieu chargé d'histoire et de secrets. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle tandis qu'il se garait devant le perron. Silver coupa le moteur et resta immobile un instant, les mains toujours sur le volant. « C'est le seul endroit où nous serons tranquilles. » L'orage éclata au moment où il poussait la lourde porte d'entrée. La propriété n'était pas habitée en permanence, et l'électricité avait été coupée par précaution. Silver alluma quelques bougies qu'il trouva dans un tiroir, transformant le salon en un cocon de lumière dorée et d'ombre dansante. Isée s'assit sur le canapé de velours bordeaux, observant son mari qui arpentait la pièce comme un fauve en cage. Dehors, le tonnerre grondait de plus en plus fort et les éclairs illuminaient les fenêtres à intervalles réguliers. « Silver, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'arrêta net, lui tournant le dos. Ses épaules se contractèrent. « Mon père, il veut me déshériter. » Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits. Isée se leva, s'approchant prudemment de lui. « À cause de quoi ? À cause de nous, à cause de ce que nous ne sommes pas. » Il se retourna enfin et Isée fut saisie par la douleur brute qu'elle lut dans ses yeux. Pour la première fois depuis leur mariage, le masque de Silver était tombé. Il dit que notre mariage est un échec, que tu ne m'as pas donné d'héritier, que nous ne représentons plus l'image que la famille souhaite projeter. Et qu'est-ce que tu lui as répondu ? Un éclair particulièrement violent illumina la pièce, et dans cette lumière crue, Isée vit Silver tressaillir. Je lui ai dit qu'il ne comprenait rien, que tu étais, que tu es... Il ne termina pas sa phrase, mais fit un pas vers elle, puis un autre. Pour la première fois depuis 3 ans, l'espace entre eux se réduisait. Isée, il y a des choses que tu ne sais pas sur moi, sur ma famille, des choses terribles. Alors dis-les-moi, car je ne peux pas. Si tu savais, tu me détesterais. La pluie battait maintenant contre les carreaux avec une violence inouïe, et le vent faisait gémir la charpente centenaire. Ils étaient seuls au monde, isolés de tout, et cette solitude forcée semblait avoir libéré quelque chose en Silver. « Je ne peux pas te détester, » murmura Isée. « Je ne te connais même pas assez pour cela. » Ces mots le frappèrent, comme une gifle. Il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il brillait d'une émotion nouvelle. « Tu as raison, je ne t'ai jamais laissé me connaître. J'avais trop peur de... » « De quoi ? De te faire du mal, de te décevoir, de révéler le monstre que je suis vraiment. » Un nouveau coup de tonnerre retentit, si proche que les vitres vibrèrent. Dans le sursaut qui suivit, Silver tendit instinctivement la main vers Isée, comme pour la protéger. Leurs doigts se frôlèrent. Ce contact, le premier vrai contact depuis 3 ans, les figea tous les deux. La main de Silver était chaude, légèrement tremblante, et Isée sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Silver, il retira sa main comme s'il s'était brûlé, mais resta proche d'elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps et l'odeur familière de sa peau. « Je rêve de toi », avoua-t-il dans un souffle. « Chaque nuit, je rêve de toi, de nous, de ce que nous pourrions être si j'étais normal. Mais tu es normal ? Non, non, Isée, tu ne comprends pas. Ma famille, nous ne sommes pas ce que nous paraissons être, et moi, je suis encore pire que les autres. » L'orage redoubla de violence, et soudain un éclair particulièrement puissant frappa un transformateur quelque part dans la vallée. Les dernières lumières du village s'éteignirent, les plongeant dans une obscurité presque totale. Dans cette nuit d'encre, éclairée seulement par les bougies et les éclairs, quelque chose de primitif s'éveilla entre eux. Silver leva une main hésitante vers le visage d'Isée,
effleurant sa joue avec une tendresse infinie. « Je ne veux plus te faire de mal, » murmura-t-il. « Alors arrête de me fuir. » Et pour la première fois depuis 3 ans, Silver d'Alverny prit sa femme dans ses bras. Dans la pénombre du salon, éclairée par la danse capricieuse des flammes, Isée se retrouva enfin entre les bras de l'homme qu'elle avait épousé. Silver la tenait avec une délicatesse infinie, comme si elle était faite de cristal, et risquait de se briser au moindre geste brusque. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. 3 années d'attente, de questions sans réponse, de nuits solitaires dans leur grand lit conjugal, tout semblait converger vers cet instant suspendu. « Isée » murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix rauque d'émotion contenue. Elle leva les yeux vers lui, découvrant un visage qu'elle ne lui connaissait pas. Les traits de Silver s'étaient adoucis, ses yeux gris brillaient d'une vulnérabilité qu'il ne s'était jamais autorisée. Il était beau, terriblement beau, et pour la première fois, il était véritablement présent. « Pourquoi maintenant ?» chuchota-t-elle. « Qu'est-ce qui a changé ?» Il caressa sa joue du bout des doigts, un geste si tendre qu'elle en frissonna. « J'ai failli te perdre aujourd'hui. Mon père, il a menacé de te faire du mal si je ne me conformais pas à ses exigences. Il a dit qu'un accident pourrait si facilement arriver. » La colère flamba dans les yeux d'Isée. « Comment ose-t-il ? C'est ma famille, Isée. Nous ne reculons devant rien pour protéger nos intérêts. Et toi, tu es devenu un problème à résoudre. Alors pourquoi ne pas avoir simplement demandé le divorce ?» Silver ferma les yeux, comme si cette question lui causait une douleur physique. « Parce que je ne peux pas te laisser partir. Je sais que c'est égoïste. Je sais que tu mérites mieux qu'un mari qui te tient à distance. Mais l'idée de ne plus t'avoir dans ma vie... » Il ne termina pas, mais ses bras se resserrèrent autour d'elle. Dehors, l'orage faisait rage, isolant leur refuge du reste du monde. Isée sentit quelque chose de fondamental se modifier en elle. La femme résignée qu'elle était devenue cédait la place à celle qu'elle avait été, combative, passionnée, vivante. « Alors ne me laisse plus jamais seule, » dit-elle en posant ses mains sur son torse. « Plus jamais. » Silver la regardait avec une intensité qui la troublait. Lentement, il inclina la tête vers elle et leurs lèvres se frôlèrent. Ce fut d'abord un baiser hésitant, presque timide, comme s'ils apprenaient à se découvrir. Puis la passion longtemps contenue explosa entre eux. Isée s'abandonna à cette étreinte avec une ferveur qui la surprit elle-même. Les mains de Silver couraient dans ses cheveux, le long de sa nuque, traçant des chemins de feu sur sa peau. Elle avait oublié à quel point le désir pouvait être physique, viscéral, transformateur. « Tu es si belle », murmura-t-il contre sa bouche. « Depuis le premier jour où je t'ai vu danser, tu hantes mes pensées. Tu ne le sais pas, mais j'assistais à toutes tes représentations. Caché dans une loge, je te regardais t'envoler sur scène, et je me disais que jamais une créature aussi parfaite ne pourrait m'appartenir. Silver, le jour de ton accident, j'étais là. J'ai vu ta chute, j'ai vu ta douleur, et j'ai su que c'était ma chance. Une chance terrible, impardonnable. Quand mon père m'a suggéré ce mariage arrangé, j'ai accepté sans hésiter. Pas pour l'argent, pas pour l'alliance entre nos familles. Pour toi, uniquement pour toi. » Ces révélations la bouleversaient. Ainsi, leur rencontre n'avait rien eu du hasard qu'elle avait cru. Silver l'avait observé, désiré, avant même qu'elle ne sache qu'il existait. Mais alors, pourquoi cette distance? Pourquoi m'avoir épousée si c'était pour me traiter comme une étrangère? Le visage de Silver s'assombrit et elle sentit ses muscles se tendre sous ses mains. « Parce que je suis un lâche, parce que je savais que si je te touchais une seule fois, je ne pourrais plus m'arrêter, et que tu finirais par découvrir qui je suis vraiment. Et qui es-tu vraiment ?» Il se dégagea légèrement, plongeant son regard dans le sien. « Le fils d'un homme qui collectionne les êtres humains comme d'autres, collectionne les œuvres d'art, le produit d'expériences que tu n'imagines même pas. Un homme dont l'enfance a été volée, programmée, manipulée, pour servir les ambitions d'une dynastie malade. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et Isée comprit qu'elle touchait enfin au cœur du mystère qui entourait son mari. « Raconte-moi, » dit-elle simplement. Silver secoua la tête. « Pas maintenant, pas encore. Cette nuit, je veux juste être avec toi, vraiment avec toi. » Il l'embrassa de nouveau et cette fois, Isée se laissa emporter par la tempête de sensations qui déferlait en elle. Ils étaient 2 naufragés accrochés l'un à l'autre dans la tourmente, et peu importaient les secrets, les mensonges, les zones d'ombre qui les entouraient, il n'y avait plus que cette vérité brute. Ils se désiraient, envers et contre tout. Quand l'aube commença à filtrer à travers les rideaux, ils étaient allongés sur le canapé, enlacés sous un plaid que Silver avait trouvé dans un placard. Isée reposait contre son torse, écoutant les battements réguliers de son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complète. Mais quand elle ouvrit les yeux,
Silver avait disparu. Isée se redressa brusquement, le plaid glissant de ses épaules nues. Autour d'elle, le salon de Montmorillon baignait dans la lumière dorée du matin, paisible et silencieux. Trop silencieux. Silver, sa voix résonna dans le vide sans recevoir de réponse. Elle se leva rapidement, rajustant ses vêtements froissés, et entreprit de fouiller la propriété. Cuisine, bibliothèque, chambres à l'étage, toutes les pièces étaient désertes. Ses pas précipités claquaient sur le parquet ancien, tandis qu'elle appelait son nom, de plus en plus inquiète. Dans la chambre principale, elle découvrit que les affaires de Silver avaient disparu. Son sac de voyage, ses vêtements, même son téléphone qu'il avait posé sur la table de nuit, comme s'il n'avait jamais été là. Isée s'effondra sur le lit défait, le souffle coupé. Comment avait-il pu partir ainsi après ce qu'ils avaient partagé, après ses aveux, cette intimité retrouvée, cette promesse silencieuse d'un nouveau départ? Elle sentit les larmes monter, mais les refoula aussitôt. Elle connaissait Silver, sa capacité à s'échapper quand les choses devenaient trop intenses. Mais cette fois, c'était différent. Il y avait eu quelque chose de définitif dans son départ, quelque chose qui ressemblait à un adieu. Son propre téléphone vibra sur la commode. Un message. « Pardonne-moi, tu es en sécurité maintenant. Ne me cherche pas. » Est-ce en sécurité? Qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi lui demandait-il de ne pas le chercher? Une deuxième notification apparut, cette fois d'un numéro inconnu. « Madame d'Alverny, nous devons parler. Café de la Paix, Marseille, demain 15h. Venez seule. SV. » Isée fixa l'écran perplexe. SV. Elle ne connaissait personne avec ces initiales, mais quelque chose lui disait que ce message était lié à la disparition soudaine de Silver. Le voyage de retour vers Annecy fut un cauchemar. Seule dans la Porsche de son mari qui l'avait abandonnée sur place, Isée revivait en boucle les événements de la nuit. Chaque détail prenait une résonance nouvelle. Les caresses hésitantes de Silver, ses paroles sur son enfance manipulée, cette façon qu'il avait eue de la tenir comme si c'était la dernière fois. Avait-il prévu de disparaître? Cette nuit d'amour était-elle un cadeau d'adieu? La villa d'Annecy lui sembla plus froide que jamais. Isée erra de pièce en pièce, cherchant des indices, des explications. Dans le bureau de Silver, elle remarqua que plusieurs documents avaient disparu, y compris le mystérieux contrat de mariage qu'elle avait aperçu quelques jours plus tôt. L'ordinateur portable était éteint, mais une note manuscrite était épinglée sur le tableau de liège. Confiance aveugle, danger, vérifier tous les 3 mois. Monsieur. L'écriture n'était pas celle de Silver. Qui était ce monsieur? Et que fallait-il vérifier tous les 3 mois? Le téléphone de la maison sonna, la faisant sursauter. C'était la secrétaire de Silver, Madame Bouchard, sa voix habituellement posée et teintée d'inquiétude. « Madame d'Alverny, Monsieur Silver n'est pas venu au bureau ce matin. Son père souhaiterait s'entretenir avec vous. » Isée sentit un frisson lui parcourir l'échine. Rencontrer Armand d'Alverny était toujours une épreuve. L'homme, octogénaire au regard d'acier, incarnait tout ce qu'elle détestait dans cette famille. La froideur calculatrice, l'obsession du pouvoir, le mépris à peine voilé pour tout ce qui échappait à son contrôle. « Dites-lui que je ne sais pas où est Silver, » répondit-elle sèchement. « Il insiste, madame. Il dit qu'il s'agit d'une urgence familiale. » Une urgence familiale. Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit d'Isée. Silver avait parlé des menaces de son père, de sa volonté de lui faire du mal pour contraindre son fils. Et si sa disparition était liée à ces menaces? Très bien. Dites-lui que je le recevrai ici, chez nous, à 18h. Le reste de la journée s'étira interminablement. Isée tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais trop d'éléments lui échappaient encore. Le message mystérieux, l'invitation à Marseille, la disparition de Silver, tout semblait lié, mais elle ne parvenait pas à assembler les pièces du puzzle. À 18h précises, la Bentley d'Armand d'Alverny remonta l'allée de la villa. Isée l'observa depuis la fenêtre du salon, un vieil homme élégant, au maintien aristocratique, qui s'appuyait sur une canne à pommeau d'argent. Mais elle connaissait la force qui se cachait derrière cette apparente fragilité. « Ma chère Isée, » dit-il en entrant, sa voix onctueuse ne parvenant pas à masquer la menace sous-jacente. « Vous semblez fatiguée. Où est Silver ?» Armand s'installa dans le fauteuil principal sans y avoir été invité, posant sa canne contre la coudoir. « C'est exactement ce que j'espérais vous demander. Mon fils a disparu après votre escapade à Montmorillon. Une coïncidence troublante, ne trouvez-vous pas? Vous nous avez fait suivre. » Un sourire glacial étira les lèvres du patriarche. « Ma chère enfant, nous avons toujours eu des moyens de surveillance très sophistiqués, particulièrement quand il s'agit de protéger les intérêts familiaux. » Isée sentit sa colère monter.
Ces gens n'avaient donc aucune limite? Même leur intimité conjugale était espionnée? Que voulez-vous? Que vous cessiez de jouer les épouses inquiètes et que vous me disiez ce que Silver vous a révélé hier soir. Car il vous a parlé, n'est-ce pas? Dans un moment de faiblesse. Le mépris dans sa voix était palpable. Issei comprit qu'il savait exactement ce qui s'était passé entre eux, et cette intrusion dans leur intimité la révolta. Il ne m'a rien dit du tout. Menteuse. Armand se leva lentement, s'approchant d'elle avec une démarche de prédateur. Silver a toujours été notre maillon faible, trop émotionnel, trop imprévisible. Et vous représentez tout ce qu'il y a de dangereux pour notre famille. L'amour rend stupide, ma chère. Et la stupidité est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Vous parlez de votre propre fils? Je parle d'un investissement qui ne rapporte plus. Silver a été conçu et élevé dans un but précis. S'il ne peut plus le remplir, il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Issei sentit un froid glacial l'envahir. Cet homme parlait de son enfant comme d'un objet, d'un outil. Conçu dans un but précis, qu'est-ce que vous voulez dire? Armand eut un rire sans joie. Vous découvrirez bien assez tôt, ma chère. En attendant, sachez que si Silver ne réapparaît pas rapidement, vous en subirez les conséquences. Nous avons des moyens de pression très efficaces. Il récupéra sa canne et se dirigea vers la sortie, s'arrêtant sur le seuil. Ah, et si vous aviez l'idée saugrenue de partir à sa recherche, n'oubliez pas que votre jambe blessée peut encore l'être davantage. Les accidents arrivent si vite. La porte claqua derrière lui, laissant Issei tremblante de rage et de peur. Une certitude s'imposait désormais. Silver ne l'avait pas abandonnée par lâcheté. Il était parti pour la protéger, et elle allait le retrouver quoi qu'il lui en coûte. Le train vers Marseille filait dans la campagne provençale, et Issei regardait défiler les champs de lavande et les villages, perchés sans vraiment les voir. Son esprit était ailleurs, hanté par les dernières paroles d'Armand d'Alverny et cette menace à peine voilée qui pesait sur elle. Elle avait passé la nuit à retourner chaque indice dans sa tête, le message mystérieux, les initiales SV, cette invitation au café de la paix. Quelqu'un voulait lui parler de Silver, c'était évident. Mais qui? Et surtout, pouvait-elle faire confiance à cet inconnu? Marseille l'accueillit dans sa rumeur familière, mélange de klaxons, de cris de mouettes et d'accents chantants. Issei connaissait bien cette ville. C'est ici qu'elle avait fait ses premières armes de danseuse, dans une petite troupe de ballet qui se produisait au théâtre de la Criée. Une vie qui lui semblait appartenir à une autre femme. Le Café de la Paix se trouvait près du Vieux-Port, niché entre une poissonnerie et une boutique de souvenirs. L'endroit était typiquement marseillais. Tables en fer forgé, parasols délavés par le soleil, serveurs qui parlaient fort et gesticulaient. Issei s'installa en terrasse, commandant un café qu'elle ne but pas, les yeux rivés sur chaque passant. À 15 heures précises, une femme d'une quarantaine d'années s'approcha de sa table. Grande, les cheveux auburn tirés en chignon strict, elle portait un tailleur noir et des lunettes qui lui donnaient un air sévère mais intelligent. « Madame d'Alverny? Je suis Solange Vernier. » Elle s'assit sans attendre d'invitation, posant un attaché-case en cuir sur la table. « Madame d'Alverny ?» demanda Issei en détaillant son interlocutrice. « Appelez-moi Issei Marcellin, s'il vous plaît. J'ai gardé mon nom de jeune fille, comme c'est courant dans les milieux artistiques. Je suis journaliste d'investigation, pour être précise, et accessoirement, la femme qui va vous aider à retrouver votre mari. » Solange ouvrit son attaché-case et en sortit une tablette qu'elle orienta vers Issei. Sur l'écran apparut une photo de Silver, mais plus jeune, peut-être 15 ou 16 ans. Il était méconnaissable, amaigri, le regard vide, debout dans ce qui ressemblait à un laboratoire médical ultramoderne. « Où avez-vous pris cette photo ?» murmura Issei, troublé. « Dans les archives secrètes de la clinique Montpellier, en Suisse, un établissement que la famille d'Alverny finance généreusement depuis 25 ans pour des recherches sur les neurotransmetteurs et les thérapies comportementales expérimentales. » Solange fit défiler d'autres images. Des documents médicaux, des graphiques, des comptes rendus d'examen. Le nom de Silver apparaissait partout, associé à des termes troublants. Conditionnement neuropsychologique, thérapie comportementale intensive, suppression pharmacologique des réflexes émotionnels. « Je ne comprends pas, » balbutia Issei. « Qu'est-ce que c'est que ces documents? » « L'histoire de votre mari, Madame d'Alverny. L'histoire d'un enfant cobaye dans les expériences les plus sordides que l'argent puisse acheter. » Solange referma sa tablette et se pencha vers Issei, sa voix se faisant plus grave. La famille d'Alverny ne s'est pas contentée de faire fortune dans la technologie. Depuis 3 générations, ils financent des recherches sur le conditionnement comportemental et la manipulation psychologique. Drogues expérimentales, contrôle mental,
Programmation neurologique. Il rêve de créer une lignée parfaite, débarrassée de toute faiblesse émotionnelle par des méthodes pharmacologiques et psychiatriques avancées. Et Silver? Silver est leur chef-d'œuvre, et leur plus grand échec. Isée sentit un vertige la saisir. Les paroles étranges de son mari à Montmorillon prenaient soudain tout leur sens. « Le produit d'expériences que tu n'imagines même pas », avait-il dit. « Pourquoi me racontez-vous tout cela? Qu'est-ce que vous voulez ?» Solange eut un sourire amer. « Ce que je veux? Justice, vengeance peut-être. Il y a 10 ans, j'étais fiancé à Raphaël d'Alverny, le frère cadet de Silver. J'enquêtais déjà sur les activités obscures de cette famille quand Raphaël a tout découvert. Il a voulu me protéger, révéler la vérité. » Sa voix se brisa légèrement. On l'a retrouvé au fond du lac d'Annecy, officiellement noyé pendant une promenade nocturne en bateau. Mais je sais qu'il a été assassiné, comme tous ceux qui menacent les secrets des d'Alverny. Isée porta une main à sa bouche, horrifiée. Silver lui avait dit que sa famille ne reculait devant rien, mais elle n'avait pas imaginé qu'il puisse aller jusqu'au meurtre. Silver sait-il ce qui est arrivé à son frère? C'est lui qui m'a contacté, il y a 3 jours. Il voulait me remettre des documents prouvant les crimes de son père, mais quelque chose a mal tourné. Depuis, impossible de le joindre. Il a disparu après. Isée s'interrompit, réalisant qu'elle s'apprêtait à révéler leur intimité retrouvée à une inconnue. Après votre nuit à Chamonix, je sais. Solange sortit un téléphone de son sac et montra à Isée un enregistrement audio. La propriété de Chamonix est truffée de micros. Armand d'Alverny a écouté chaque mot, chaque souffle de votre réconciliation. Et quand il a compris que Silver était sur le point de tout vous révéler, elle n'eut pas besoin de terminer. Isée comprenait maintenant pourquoi son mari était parti si brusquement. Il avait dû recevoir un appel, un message, une menace qui l'avait forcé à fuir pour la protéger. Où est-il maintenant? Quelque part entre Marseille et la frontière italienne, probablement. Il essaie de quitter la France avec les preuves, mais son père a des moyens considérables pour l'en empêcher. Solange rangea ses affaires et se leva. Si nous voulons le sauver, et accessoirement faire tomber cette famille de psychopathes, nous devons agir vite. J'ai quelques pistes, mais j'aurai besoin de votre aide. Pourquoi moi? Parce que vous êtes la seule personne au monde que Silver acceptera d'écouter. Et parce que vous êtes la seule qui puisse l'approcher sans éveiller les soupçons. Sa famille pense que vous n'êtes qu'une épouse décorative et soumise. C'est notre avantage. Isée se leva à son tour, sentant une détermination nouvelle s'emparer d'elle. Pour la première fois depuis son accident, elle avait un but, une mission qui donnait un sens à son existence. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, retourner chez vous et faire comme si de rien n'était. Je vais surveiller les mouvements d'Armand d'Alverny pendant que vous fouillez la maison d'Annecy. Silver a forcément caché des documents quelque part. Il est trop intelligent pour tout emporter avec lui. Elle tendit une carte à Isée. Mon numéro. Appelez-moi dès que vous trouvez quelque chose. Et soyez prudente. Ces gens n'hésiteront pas à vous éliminer si vous devenez trop gênante. En regardant s'éloigner la silhouette de Solange Vernier dans la foule du Vieux-Port, Isée sentit qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle n'était plus l'épouse résignée et passive qu'elle avait été. Elle était devenue une femme prête à tout pour sauver l'homme qu'elle aimait. Même si cet homme portait en lui les cicatrices d'une enfance volée et d'expériences innommables. De retour à Annecy, Isée contempla la villa avec un regard neuf. Cette demeure qu'elle avait toujours trouvée froide et impersonnelle lui apparaissait désormais comme une forteresse remplie de secrets. Quelque part entre ses murs, Silver avait caché des preuves de l'horreur que représentait sa famille. Elle commença par fouiller systématiquement le bureau, passant au peigne fin chaque tiroir, chaque dossier. Derrière l'ordinateur, elle découvrit une clé USB dissimulée dans un petit compartiment secret du meuble. Son cœur s'accéléra, mais quand elle l'inséra dans l'ordinateur, l'appareil réclama un mot de passe qu'elle ne connaissait pas. Les heures passèrent sans résultat. Chambre parentale, bibliothèque, salon. Isée retourna chaque pièce sans rien trouver d'autre que les traces d'une vie conjugale de façade. Photos officielles, correspondances mondaines, factures de réception auxquelles elle n'avait assisté qu'en spectatrice muette. C'est en redescendant de l'étage qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une différence dans le carrelage du hall d'entrée, près de la porte menant au garage. Une dalle légèrement plus foncée que les autres, comme si elle avait été remplacée récemment. Intriguée, elle s'agenouilla et tâta les joints autour de cette dalle. L'un d'eux céda sous la pression, révélant un mécanisme dissimulé. Avec un déclic sourd, la dalle pivota, découvrant un escalier qui s'enfonçait dans l'obscurité. Isée alluma la lampe de son téléphone et descendit prudemment les marches de pierre. Elle déboucha dans une cave qu'elle ne soupçonnait même pas,
une pièce au mur de béton équipée d'un éclairage moderne. Mais ce n'était pas une cave ordinaire. 3 ordinateurs puissants ronronnaient sur des bureaux métalliques, leurs écrans affichant des flux de données en temps réel. Les murs étaient couverts d'écrans de surveillance montrant différents angles de la propriété, mais aussi d'autres lieux qu'elle ne reconnaissait pas. Au centre de la pièce trônait un immense coffre-fort. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en réalisant l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Sur l'un des bureaux, des dossiers étaient éparpillés. Isée s'en approcha et découvrit des photos de surveillance d'elle-même. Isée se promenant dans le jardin, Isée lisant dans le salon, Isée dormant dans son lit. Une surveillance constante, minutieuse, obsessionnelle. Un carnet ouvert attira son attention. L'écriture était celle de Silver, mais les mots qu'elle lut la glacèrent d'horreur. Jour 1127. Isée semble s'habituer à la routine. Aucun signe de suspicion concernant la surveillance. Dosage des anxiolytiques dans son thé du soir maintenu à 5 mg. Protocole de conditionnement en phase 2. Jour 1203. Léger incident. Isée a posé des questions sur mon comportement distant. J'ai dû augmenter temporairement le dosage pour maintenir sa docilité. Note, revoir les paramètres d'interaction sociale. Jour 1365. Conflit avec A, le père. Il exige que nous passions à la phase finale du protocole. Je refuse. Isée n'est pas un cobaye comme les autres. Elle représente autre chose. Sentiment dangereux à analyser. Isée recula, horrifiée. Silver l'avait droguée, surveillée, conditionnée. Tout ce qu'elle avait pris pour de l'indifférence conjugale était en réalité une expérimentation froide et calculée. Ses jambes se dérobèrent sous elle et elle s'effondra sur une chaise. Les mots du carnet dansaient devant ses yeux, redéfinissant brutalement 3 années de sa vie. Cette torpeur qu'elle ressentait parfois, cette difficulté à garder des idées claires, cette acceptation résignée de sa situation, tout était artificiel, tout était programmé. Son téléphone vibra, un message de Solange. Des nouvelles? Urgence côté d'Alverny. Armand organise quelque chose pour demain. Isée tapota une réponse d'une main tremblante. Cave secrète découverte. Surveillance. Drogue. Pire que ce qu'on pensait. La réponse arriva immédiatement. Sortez de là maintenant. Ils vont s'apercevoir de l'intrusion. RDV parking du lac, 22 heures. Mais Isée ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Elle devait comprendre, savoir jusqu'où allait cette manipulation. Elle se dirigea vers le coffre-fort et remarqua qu'un petit carnet était posé dessus, ouvert à une page couverte de codes. Elle essaya plusieurs combinaisons avant de tomber sur la bonne. 14-07-1989, sa date de naissance. Même dans ses secrets les plus sombres, Silver gardait une trace d'elle. Le coffre s'ouvrit dans un souffle métallique, révélant des dizaines de dossiers classés. Isée en saisit un au hasard et l'ouvrit. Des photos de bébés, des graphiques de croissance, des analyses génétiques. Au centre, une chemise rouge marquée « Projet Galatée ». Elle l'ouvrit et découvrit son propre dossier médical, mais pas n'importe lequel. Des analyses datant de ses années de danseuse, des évaluations psychologiques, des tests d'aptitude physique qu'elle ne se rappelait pas avoir passés. Et en première page, une note manuscrite d'Armand d'Alverny. Sujet parfait pour phase finale. Profil génétique optimal pour reproduction. Traumatisme récent facilite le conditionnement. Approbation accordée pour protocole de mariée. Protocole de mariée. Isée comprit avec un dégoût absolu qu'elle n'avait jamais été l'épouse de Silver. Elle avait été son cobaye assigné, sa mission à long terme. Leur mariage n'était qu'une expérience de plus dans le laboratoire humain des d'Alverny. Un bruit de moteur dans l'allée la fit sursauter. Les phares d'une voiture balayèrent les petites fenêtres de la cave. Quelqu'un arrivait, et elle était prise au piège dans cette cave secrète. Rapidement, elle photographia le maximum de documents avec son téléphone, remit tout en place et referma le coffre. Les pas résonnaient déjà dans le hall au-dessus de sa tête quand elle remonta l'escalier et repositionnait la dalle. Elle eut juste le temps de se glisser dans la cuisine et de faire semblant de préparer du thé quand Armand d'Alverny entra, accompagné de 2 hommes en costume qu'elle ne connaissait pas. « Bonsoir, ma chère Isée, » dit-il de sa voix mielleuse. « J'espère que vous ne nous en voudrez pas de cette visite tardive. Qu'est-ce que vous voulez? M'assurer que vous ne faites pas de bêtises. Mon fils a toujours eu un faible pour les femmes curieuses. C'est un trait de caractère que nous avons tenté de corriger sans grand succès. » Il s'approcha d'elle, et Isée dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas reculer. « Vous savez, ma chère, vous avez été un excellent investissement. 3 ans de données comportementales, de tests psychologiques, d'analyse de compatibilité.
Vos réactions ont permis d'affiner nos protocoles pour les futures épouses de la lignée. Futures épouses? Oh oui, Silver n'est que le début. Nous avons d'autres fils, d'autres petits-fils à marier. Et grâce à vous, nous savons exactement quel type de femme peut être modelée pour s'adapter parfaitement à nos besoins. Issei sentit la nausée monter. Elle n'était même pas unique dans son malheur. Elle était juste la première d'une série. « Où est Silver ?» demanda-t-elle, luttant pour garder une voix ferme. « En lieu sûr. Il traverse une phase difficile, mais nous le récupérerons. Quant à vous, il fit un signe à ses accompagnateurs qui s'avancèrent vers elle. Il est temps de passer aux choses sérieuses. » Issei recula instinctivement vers l'évier, son cœur battant la chamade. Les deux hommes d'Armand d'Alverny avançaient vers elle avec la démarche mesurée de prédateurs. Dans la lumière crue de la cuisine, elle distinguait mieux leurs visages. Des traits durs, des yeux froids, des professionnels habitués à régler les problèmes de la famille. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» demanda-t-elle, sa main se refermant sur le manche d'un couteau posé près de l'évier. « Simplement vous emmener dans un endroit plus approprié pour notre conversation, » répondit Armand, avec un sourire glacial. « Vous avez été très agité ces derniers jours. Un petit séjour en clinique vous fera le plus grand bien. » Une clinique. Issei se souvint des photos que lui avait montrées Solange de Silver adolescent dans ce laboratoire suisse. Il voulait te faire d'elle un autre cobaye, achever ce qu'ils avaient commencé avec les drogues et la surveillance. « Je ne vais nulle part avec vous, ma chère enfant. Vous n'avez pas le choix. » Le premier homme tendit la main vers elle et Issei réagit instinctivement. Elle brandit le couteau, sa formation de danseuse lui donnant une agilité que ses adversaires n'avaient pas prévue. L'homme recula avec un juron, une estafilade sanglante sur l'avant-bras. « Attention, elle est plus vive qu'on ne pensait », gronda-t-il à son collègue. Issei profita de leur surprise pour se ruer vers la porte de service qui donnait sur le jardin. Sa jambe blessée lui lança une douleur fulgurante, mais l'adrénaline lui donna la force de l'ignorer. Dehors, la nuit d'octobre était froide et humide, et elle ne portait qu'un pull léger. Derrière elle, elle entendait les pas de ses poursuivants marteler le gravier de l'allée. La propriété était vaste, entourée de haies hautes, mais Issei connaissait chaque recoin de ce jardin qu'elle avait arpenté pendant 3 ans de solitude. Elle contourna le bassin ornemental et se dirigea vers le fond de la propriété, où une porte dérobée dans la haie donnait sur le sentier qui longeait le lac. C'était par là qu'elle se promenait parfois, dans ces moments de mélancolie, regardant les eaux calmes d'Annecy en rêvant d'une autre vie. « Madame d'Alverny !» cria une voix derrière elle. « Inutile de fuir, où pourriez-vous aller ?» Cette question la frappa comme un coup de poing. Où pouvait-elle effectivement aller? Elle n'avait plus de famille, plus d'amis proches depuis son accident. La danse avait été sa vie, et quand elle l'avait perdue, elle s'était retrouvée isolée, vulnérable, parfaite pour devenir la proie des d'Alverny. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Solange l'attendait au parking du lac. Il lui suffisait de l'atteindre. Elle déboucha sur le sentier qui bordait l'eau, ses poumons brûlant dans l'air froid de la nuit. Au loin, elle apercevait les lumières du parking et la silhouette d'une voiture garée près des berges. Solange était là, fidèle au rendez-vous. Un bruit de moteur dans son dos la fit se retourner. Un 4x4 noir avait pris le sentier, ses phares trouant l'obscurité. Ses poursuivants avaient renoncé à la poursuite à pied. Issei accéléra, ignorant la douleur qui irradiait dans sa jambe. Plus que 50 mètres, 40, 30. La portière de la voiture de Solange s'ouvrit et la journaliste lui fit signe de se dépêcher. Issei plongea littéralement dans le véhicule au moment où le 4x4 déboulait sur le parking dans un crissement de frein. « Accrochez-vous !» cria Solange en passant la première. Sa Peugeot démarra en trombe, contournant le 4x4 par la droite et remontant vers la route départementale. Dans le rétroviseur, Issei vit Armand d'Alverny descendre du véhicule, son visage déformé par une rage froide. « Ils vont nous suivre !» halta-t-elle. « Pas avec cette voiture. Elle est plus rapide qu'elle n'en a l'air, et je connais ses routes mieux qu'eux. » Effectivement, Solange conduisait avec une maîtrise impressionnante, négociant les virages de la corniche du lac comme un pilote de rallye. Bientôt, les phares du 4x4 disparurent dans les lacets derrière elle. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» demanda Solange quand elles eurent rejoint l'autoroute en direction de Lyon. Issei lui montra les photos qu'elle avait prises dans la cave. Le visage de la journaliste se durcit au fur et à mesure qu'elle découvrait l'ampleur de la manipulation. « Le projet Galatée », murmura-t-elle. « Mon Dieu, ils sont allés plus loin que je ne l'imaginais. Vous connaissez ce nom ? Galatée, dans la mythologie grecque, était une statue de femme sculptée par Pygmalion, une créature parfaite, façonnée selon les désirs de son créateur. Ils vous ont littéralement sculpté, Issei. Ils ont fait de vous leur œuvre d'art.
Cette métaphore glaça Isée plus encore que les documents eux-mêmes. Elle avait été réduite à l'état d'objet, de création artistique au service des fantasmes malades d'une famille de psychopathes. Et Silver, il était complice depuis le début? Solange secoua la tête. Je ne pense pas, du moins pas consciemment. Regardez attentivement ses notes. Au début, il applique le protocole mécaniquement. Mais peu à peu, le ton change. Il commence à vous voir comme une personne, pas comme un cobaye. C'est pour ça qu'il a fini par tout vouloir révéler. Elle tendit son téléphone à Isée. Il m'a envoyé ça il y a 2 heures. Le message était bref mais explicite. Solange, ils m'ont retrouvé. Je suis à Menton, gare SNCF, train de 6 heures pour l'Italie. Si quelque chose m'arrive, dites à Isée que tout était vrai. La nuit de Montmorillon était la première fois de ma vie où j'étais vraiment libre. Il part pour l'Italie? Il essaie de gagner Rome. Il a des contacts là-bas, des journalistes qui peuvent l'aider à publier les preuves. Mais son père a des moyens considérables. Même en Italie, Silver ne sera pas en sécurité longtemps. Isée consulta l'heure sur le tableau de bord. Minuit passé. Le train de 6 heures était dans quelques heures seulement. Il faut que j'y aille. Il faut que je le voie avant qu'il parte. C'est trop dangereux. Si les hommes d'Armand vous trouvent, tant pis. Je ne peux pas le laisser partir sans lui dire que j'ai tout découvert. Sans lui dire que je l'aime vraiment. Pas l'homme qu'ils ont voulu faire de lui, mais celui qu'il est vraiment. Solange la regarda longuement, puis un sourire triste étira ses lèvres. Vous me rappelez quelqu'un, moi, il y a 10 ans, quand j'étais folle amoureuse de Raphaël, prête à tout pour le sauver. Et vous regrettez? Non, jamais. Même si ça s'est mal fini, même si j'ai perdu l'homme que j'aimais. Au moins, j'ai essayé. Au moins, je n'ai pas à vivre avec le regret de ne rien avoir tenté. Elle changea de fil et prit la direction de Marseille. Très bien, nous allons à Menton. Mais promettez-moi quelque chose. Quoi qu'il arrive, quoi que vous découvriez encore sur Silver, souvenez-vous que l'amour qu'il vous porte est réel. J'ai vu ses yeux quand il parlait de vous. Tout le conditionnement du monde ne peut pas fabriquer ce genre d'émotion. Isée hocha la tête, serrant dans sa main le téléphone sur lequel s'affichait le dernier message de son mari. Pour la première fois depuis des années, elle avait une mission claire, rejoindre l'homme qu'elle aimait et affronter ensemble les démons du passé, même si cela devait lui coûter la vie. L'aube se levait sur Menton, quand Solange et Isée atteignirent la gare SNCF. La petite ville de la Côte d'Azur s'éveillait lentement, baignée dans cette lumière dorée si particulière à la Méditerranée. Mais Isée était trop tendue pour apprécier la beauté du moment. « Le train pour Rome part dans 20 minutes !» annonça Solange en consultant les horaires. « Quai numéro 3 !» Elles se dirigèrent vers les quais, Isée scrutant chaque voyageur dans l'espoir d'apercevoir la silhouette familière de Silver. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. « Là !» murmura-t-elle soudain. Au bout du quai 3, près d'un kiosque à journaux, un homme aux cheveux châtains attendait, un sac de voyage à l'épaule. Même de dos, même amaigri par le stress et la fatigue, Isée reconnut instantanément son mari. Silver portait un jean et un pull sombre qui le changeaient radicalement des costumes impeccables qu'elle lui connaissait. Il semblait plus jeune ainsi, plus vulnérable, plus humain. Silver, il se retourna au son de sa voix, et l'expression qui traversa son visage la bouleversa. Surprise, joie, terreur, tout s'y mélangeait en un kaléidoscope d'émotions. « Isée, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Elle courait déjà vers lui, et quand elle se jeta dans ses bras, il la serra contre lui avec une force désespérée. « Comment m'as-tu trouvé ?» Grâce à elle. Isée se dégagea légèrement et désigna Solange qui s'approchait plus discrètement. « Solange Vernier, nous nous sommes parlé au téléphone. » Le visage de Silver se durcit. « Tu n'aurais pas dû l'amener ici. C'est dangereux pour vous deux. Plus dangereux que de te laisser partir seul. Silver, j'ai trouvé la cave, j'ai vu les dossiers, les protocoles. Tout le système de surveillance. Je sais ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils t'ont fait. » Il pâlit et détourna le regard. « Alors tu sais que je suis un monstre, que notre mariage n'était qu'une expérience de plus. Tu te trompes. » Isée prit son visage entre ses mains, l'obligeant à la regarder. « J'ai lu tes notes, jour après jour. Au début, oui, tu appliquais leurs protocoles, mais très vite quelque chose a changé. Tu as commencé à lutter contre eux, à me protéger à ta façon. Tu as diminué les doses, tu as refusé certaines procédures. Tu es tombé amoureux de moi, vraiment amoureux, et ça les terrifiait. » Les yeux de Silver se remplirent de larmes, qu'il tentait de retenir. « Tu ne comprends pas, Isée. Ils m'ont programmé dès l'enfance. J'ai subi des années de conditionnement, d'expérience. Je ne sais même pas si mes sentiments pour toi sont réels, ou s'ils font partie de leur manipulation. Regarde-moi, dit-elle fermement. Regarde-moi, et dis-moi que cette nuit à Montmorillon
était programmée. Dis-moi que la façon dont tu m'as touché, dont tu m'as embrassé, dont tu m'as aimé, c'était du conditionnement. Il ne put soutenir son regard. Je ne sais plus. Ils ont tellement brouillé les cartes. Le haut-parleur de la gare grésilla, annonçant l'arrivée imminente du train pour Rome. Autour d'eux, les voyageurs commençaient à se rassembler sur le quai. « Viens avec moi », implora Silver. « En Italie, nous pourrons tout révéler, faire tomber mon père, recommencer ailleurs. Et Solange ? Et toutes les autres femmes qu'il compte transformer en Galatée ? Tu veux les abandonner ?» Silver jeta un regard vers la journaliste qui s'était discrètement éloignée pour leur laisser de l'intimité. « Elle a raison », murmura-t-il. « Fuir ne résoudra rien. Mon père trouvera toujours un moyen de nous rattraper, et d'autres innocents souffriront à notre place. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Le train entra en gare dans un grondement métallique. Les portières s'ouvrirent, et quelques voyageurs descendirent tandis que d'autres montaient. « Nous affrontons la vérité », dit Silver d'une voix soudain ferme. « Ensemble, nous retournons à Annecy, nous rassemblons toutes les preuves, et nous révélons tout au grand jour. Ton père ne nous laissera jamais faire. Si, parce que nous allons le prendre de vitesse. » Il sortit son téléphone et composa un numéro. « Maître Dubois, c'est Silver d'Alverny. Je veux convoquer une assemblée générale exceptionnelle de la société pour la fin de la semaine. Oui, c'est urgent. Invoquez l'article L225-103 du Code de commerce, circonstances exceptionnelles menaçant l'intérêt social, et prévenez tous les journalistes économiques de la région. J'ai des révélations importantes à faire concernant les pratiques de notre groupe. » Il raccrocha et se tourna vers Issé. « Voilà, nous avons 5 jours pour tout préparer. Vendredi, devant les actionnaires, les médias et les autorités, je dirai tout. Le projet Galatée, les expériences, les meurtres, tout. Et si ton père t'en empêche, il essaiera. Mais il ne s'attend pas à ce que nous revenions. Il pense que nous sommes en fuite. C'est notre seul avantage. » Solange s'approcha d'eux, ayant visiblement entendu la conversation. « C'est risqué, très risqué. Vous n'aurez qu'une chance. S'il vous fait taire avant, il ne nous fera pas taire. » La coupa Issé avec une détermination qui la surprit elle-même. « Parce que cette fois, nous ne sommes plus seuls, et parce que la vérité finit toujours par triompher. » Le chef de gare siffla le départ du train. Silver regarda une dernière fois les wagons qui s'ébranlaient vers l'Italie, puis il prit la main d'Issé. « Tu es sûr ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'en suis sûr. Même si je ne suis pas l'homme que tu croyais avoir épousé. Tu es l'homme que j'aime. Peu importe ce qu'ils ont essayé de faire de toi. Peu importe les cicatrices que tu portes. Tu es celui qui m'a tenu dans ses bras cette nuit-là, celui qui a choisi l'amour plutôt que l'obéissance. C'est cela ton vrai visage. » Silver porta sa main à ses lèvres et l'embrassa tendrement. « Alors rentrons chez nous, finir ce qu'ils ont commencé. Et cette fois, c'est nous qui déciderons de la fin de l'histoire. » Tandis qu'il quittait la gare de Menton, Issé sentit qu'elle n'était plus la même femme que celle qui avait fui Annecy la veille. Elle avait retrouvé sa force, sa détermination, son goût du combat. Et surtout, elle avait retrouvé l'amour. Un amour vrai, forgé dans l'adversité et la révélation mutuelle de leurs blessures les plus profondes. L'auditorium du siège social des entreprises d'Alverny n'avait jamais connu pareille affluence. Journalistes, actionnaires, représentants des autorités financières, tous s'entassaient dans l'espace ultramoderne d'Annecy, intrigués par cette assemblée générale exceptionnelle convoquée en urgence. Issé observait la foule depuis les coulisses, sa main crispée sur celle de Silver. Ils avaient passé la nuit à préparer leur intervention, rassemblant documents, témoignages, preuves irréfutables des crimes de la famille d'Alverny. Solange avait mobilisé son réseau de journalistes, s'assurant qu'aucune manipulation médiatique ne pourrait étouffer les révélations. « Il est là !» murmura Silver en désignant la première rangée. Armand d'Alverny trônait au centre, impeccable dans son costume anthracite, entouré de ses avocats et conseillers. Son visage ne trahissait aucune émotion. Mais Issé connaissait désormais assez cette famille pour deviner la rage froide qui couvait derrière ce masque de respectabilité. « Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. » Maître Dubois, le notaire de la famille, fit signe à Silver de s'avancer. Ce dernier serra une dernière fois la main d'Issé. « Quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime, vraiment. » Il monta sur l'estrade sous les murmures de l'assemblée. Beaucoup n'avaient pas vu Silver d'Alverny depuis des mois, et son apparence décontractée, Jean, chemise blanche, cheveux légèrement ébouriffés, détonnait avec l'image lisse qu'il avait toujours cultivée. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire, « je vous ai réunis aujourd'hui pour vous révéler la véritable nature des activités de ma famille, car ce que vous allez entendre va au-delà du simple scandale financier.
Un silence de plomb s'abattit sur l'auditorium. Dans la première rangée, Armand d'Alverny s'était raidi imperceptiblement. Depuis 3 générations, les d'Alverny financent des recherches sur l'amélioration humaine, manipulation génétique, conditionnement psychologique, contrôle mental. Nous avons transformé des êtres humains en cobayes, des enfants en expériences, des femmes en objets décoratifs programmés. Les murmures enflèrent dans la salle. Plusieurs journalistes avaient assorti leur carnet et filmaient discrètement. « Mon propre mariage », continua Silver en regardant vers les coulisses où se tenait Isée, était une expérimentation. Mon épouse a été droguée, surveillée, conditionnée pendant 3 ans pour servir ce que mon père appelait le projet Galatée. « C'est ridicule », s'exclama Armand en se levant. « Mon fils traverse une crise psychologique. Ces allégations sont le fruit d'un esprit perturbé. »« Vraiment ?» Silver fit apparaître sur l'écran géant derrière lui la première photo, lui-même adolescent dans la clinique suisse, amaigri, le regard vide. « Voici ce que votre fils était à 15 ans, après 5 années de traitement dans vos laboratoires. » L'image provoqua une vague de stupeur dans l'assemblée. Armand pâlit mais ne se démonta pas. « Ces photos peuvent être falsifiées. Mon fils est manifestement victime de chantage ou de manipulation. Alors explique-nous ceci. » Silver avait changé de diapositive. Cette fois, l'écran montrait des documents financiers détaillés, virements vers des cliniques suisses, contrats avec des laboratoires de recherche génétique, factures pour du matériel de surveillance. 3 millions d'euros par an depuis 1985, versés à la clinique Montpellier pour des recherches pédiatriques avancées. Un représentant de l'autorité financière se leva. « Monsieur d'Alverny, ces documents sont-ils authentiques ?»« Parfaitement authentiques, » répondit Silver, et ce n'est que le début. Il fit défiler d'autres preuves, les protocoles de surveillance d'Isée, les formules chimiques des anxiolytiques administrés, les rapports détaillés sur ses réactions comportementales. Ma femme a été transformée en rat de laboratoire conjugal. Chacun de ses gestes était observé, analysé, modifié selon les besoins de l'expérience. Dans la salle, plusieurs femmes portèrent la main à leur bouche horrifiées. L'une d'elles se leva et sortit précipitamment, visiblement écœurée. Mais le plus terrible, poursuivit Silver, sa voix se chargeant d'émotion, c'est que je n'étais même pas conscient de participer à cette horreur. Moi aussi, j'étais programmé, conditionné pour exécuter leur protocole sans questionner, pour traiter la femme que j'aimais comme un objet d'étude. Il marqua une pause, cherchant Isée du regard dans les coulisses. Il m'a fallu 3 ans pour comprendre que l'amour était plus fort que le conditionnement, que même les chaînes les plus sophistiquées ne peuvent empêcher l'humanité de triompher. « Arrêtez ce cirque !» rugit Armand en se dirigeant vers l'estrade. Mais plusieurs journalistes l'interceptèrent, le mitraillant de questions. Les caméras se braquèrent sur lui, captant chaque détail de sa rage démasquée. C'est à ce moment qu'Isée choisit d'entrer en scène. Elle monta sur l'estrade d'un pas ferme, sa légère claudication ne l'empêchant pas de rayonner d'une dignité nouvelle. Face à cette assemblée de puissants, elle n'était plus la danseuse brisée qu'elle avait été, ni l'épouse soumise qu'on avait voulu faire d'elle. Elle était une femme libre, prête à dire sa vérité. « Je suis Isée Marcellin », déclara-t-elle en s'approchant du micro, épouse de Silver d'Alverny et victime du projet Galatée. Sa voix porta dans tout l'auditorium, claire et déterminée. « Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un brouillard artificiel, me demandant pourquoi mon mari me tenait à distance, pourquoi je me sentais si souvent fatiguée, confuse, résignée. Je croyais être en dépression après mon accident. En réalité, j'étais droguée quotidiennement aux anxiolytiques. » Elle sortit de son sac le carnet de notes de Silver et lut à haute voix certains passages. L'assemblée écoutait dans un silence religieux, captivée et révoltée par ces révélations. « Mais je veux aussi vous dire autre chose », continua Isée en prenant la main de Silver. « Cet homme a été autant victime que moi, manipulé depuis l'enfance, conditionné pour exécuter les volontés de son père. Il a quand même trouvé la force de résister, de m'aimer vraiment, et finalement de tout révéler, pour que justice soit faite. » Dans la première rangée, Armand d'Alverny semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses avocats chuchotaient furieusement à son oreille, probablement pour lui conseiller de quitter la salle. « Il y a une dernière chose que vous devez savoir », annonça Silver en reprenant le micro. « Mon frère Raphaël, officiellement mort noyé il y a 10 ans, a en réalité été assassiné parce qu'il voulait révéler ses mêmes secrets. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Armand se leva brusquement, bousculant ses conseillers. « Assez! Je ne tolérerai pas qu'on ternisse la mémoire de Raphaël avec ces... »« C'est quoi, père? Ces vérités qui vous dérangent ?» Solange Vernier venait d'apparaître au fond de la salle, brandissant un dossier rouge.
J'ai ici l'autopsie complète de Raphaël d'Alverny, celle qui n'a jamais été rendue publique, celle qui révèle qu'il avait été drogué avant d'être jeté dans le lac. Le patriarche vacilla, s'appuyant sur sa canne. Pour la première fois depuis le début de la séance, son masque d'impassibilité craqua complètement. Vous ne pouvez pas prouver... Si, et j'ai aussi des témoins. Des anciens employés de vos cliniques, des chercheurs qui ont refusé de continuer vos expériences, des victimes qui ont survécu, tout un réseau que vous pensiez avoir réduit au silence. L'étau se resserrait. Dans la salle, les téléphones portables s'affolaient. Les journalistes envoyaient leurs papiers en temps réel. L'information se propageait déjà sur les réseaux sociaux, impossible à contrôler. Armand d'Alverny était un homme fini, et il le savait. « Vous ne comprenez rien », dit-il d'une voix brisée, soudain vidée de sa superbe. « Tout ce que nous avons fait, c'était pour protéger notre famille. Mon propre père m'a élevé dans cette philosophie. J'ai cru sincèrement que nous préparions l'avenir de nos descendants. Les faiblesses émotionnelles, elles détruisent tout. J'ai vu ma propre mère sombrer dans la dépression, incapable de supporter les responsabilités qui l'attendaient. Ses yeux se voilèrent, révélant pour la première fois une humanité brisée. 50 ans de recherche pour protéger nos enfants de la souffrance que j'ai vécue. Mais peut-être que nous sommes devenus les monstres que nous voulions combattre. Nous venons de libérer vos victimes, rétorqua Isée, et de vous empêcher de faire d'autres victimes. Les forces de l'ordre, alertées par Solange et munies d'un mandat d'arrêt délivré suite au témoignage préliminaire, firent irruption dans l'auditorium. Le procureur de la République avait autorisé une garde à vue immédiate pour risque de fuite et destruction de preuves. Armand d'Alverny fut arrêté sous les flashs des photographes, emmené pour interrogatoire comme tout suspect dans une enquête criminelle. En le voyant emmené, Isée sentit un poids immense quitter ses épaules. Justice était enfin rendue. 6 mois plus tard, Isée se tenait sur la terrasse de leur petite maison de Calvi, en Corse, regardant le soleil se lever sur la Méditerranée. L'air marin caressait son visage, chargé de cette liberté qu'elle avait cru ne jamais retrouver. Derrière elle, elle entendait les voix joyeuses des petites filles qui s'échauffaient pour leur cours de danse matinale. L'école qu'elle avait ouverte accueillait des enfants en difficulté, leur offrant l'art comme échappatoire à leur traumatisme. Chaque sourire, chaque pirouette maladroite de ses élèves lui rappelait pourquoi la vie valait la peine d'être vécue. « Le café est prêt », annonça Silver en la rejoignant sur la terrasse. Il lui tendit une tasse fumante, et leurs doigts se frôlèrent dans ce geste quotidien devenu si précieux. 6 mois d'apprentissage mutuel, de reconstruction, de redécouverte. 6 mois pour apprendre à s'aimer sans masque, sans protocole, sans peur. Les filles sont déjà arrivées ? Mélissa et Léa sont en avance, comme d'habitude. Elles t'attendent dans le studio. Isée sourit. Ces 2 petites, orphelines placées par les services sociaux, avaient trouvé dans la danse un moyen d'exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. Voir leur corps meurtri par la vie retrouver grâce et beauté était sa plus belle victoire. Et toi, comment s'est passé ton appel avec l'ONG ? Silver s'accouda à la rambarde, son regard perdu vers l'horizon. Ils veulent que j'aille au Cambodge le mois prochain, une mission de 3 semaines pour mettre en place un système de protection des enfants des rues. C'est exactement le genre de travail que je veux faire maintenant. Depuis leur installation en Corse, Silver avait trouvé sa voie en aidant les organisations humanitaires à détecter et démanteler les réseaux d'exploitation d'enfants. Son expertise des mécanismes de manipulation, acquise douloureusement, servait désormais à protéger d'autres innocents. « Tu veux que je vienne avec toi ? » ?»« Non. Enfin, j'aimerais, mais ton école a besoin de toi ici. » Et puis, il hésita, puis posa sa main sur le ventre encore plat d'Isée. « Et puis, nous avons d'autres responsabilités maintenant. Le test de grossesse était encore tout récent, découvert la semaine précédente. Un enfant conçu dans l'amour vrai, loin des manipulations génétiques et des protocoles familiaux. Un petit être qui grandirait en liberté. « Tu as peur ?» demanda-t-elle. « Terrifié, avoua-t-il. J'ai tellement peur de reproduire les erreurs de ma famille, de ne pas savoir être un père normal. Parfois, je me demande si je ne porte pas en moi des gènes de violence, de manipulation. » Isée posa sa main sur sa joue, l'obligeant à la regarder. « Tu ne reproduiras rien de tout cela. Tu sais pourquoi ? Parce que tu as fait le choix d'être différent, parce que tu as eu le courage de briser le cycle, et parce que nous l'élèverons ensemble, dans l'amour et la vérité. » 1 an plus tôt, ces mots auraient sonné comme une utopie. Aujourd'hui, ils étaient leur réalité quotidienne. Ils avaient appris à se parler sans faux semblant, à se toucher sans arrière-pensée, à s'aimer sans conditionnement. Le procès d'Armand d'Alverny
avait fait les gros titres pendant des semaines, condamné à la prison à vie pour meurtre, séquestration, expérimentation illégale sur des êtres humains. Le patriarche avait emporté avec lui les secrets de 3 générations de crimes. Mais son empire s'était effondré, ses complices avaient été arrêtés et ses victimes avaient enfin pu témoigner. Solange Vernier était devenue une figure respectée du journalisme d'investigation. Son livre sur l'affaire d'Alverny, Les sculpteurs d'âmes, était devenu un best-seller qui sensibilisait le public aux dérives des recherches génétiques privées. Elle rendait régulièrement visite aux couples en Corse devenus une amie précieuse dans leur reconstruction. « Maman Isée, tu viens? On a préparé une surprise. » La voix de Mélissa interrompit leur moment d'intimité. Isée sourit en entendant ce surnom que les petites filles lui avaient donné spontanément. « J'arrive, ma chérie. » Elle se tourna vers Silver, qui l'observait avec cette tendresse infinie qu'elle lui découvrait chaque jour un peu plus. « À ce soir? À ce soir. » Il l'embrassa tendrement, et elle sentit dans ce baiser toute la promesse de leur avenir commun. Un avenir construit sur la vérité, nourri par l'amour véritable, éclairé par l'espoir. En se dirigeant vers le studio de danse, Isée repensa à cette nuit de tempête à Montmorillon qui avait tout changé. Cette nuit où 2 êtres brisés s'étaient trouvés dans l'obscurité et avaient choisi la lumière. Aujourd'hui, cette lumière brillait dans les yeux de ces petites danseuses, dans les missions humanitaires de Silver, dans l'enfant qui grandissait en elle. Elle brillait dans chaque geste d'amour vrai, dans chaque sourire sincère, dans chaque moment de liberté reconquise. La danse avait été sa première vie, le mariage arrangé et sa prison dorée. Mais cette nouvelle existence, bâtie sur les ruines de leurs traumatismes respectifs, était leur chef-d'œuvre commun. Et contrairement aux sculptures de Pygmalion, cette œuvre était vivante, libre, et n'appartenait qu'à eux-mêmes. Dans le studio baigné de soleil méditerranéen, les petites filles l'attendaient en tutu, souriantes et pleines d'espoir. Isée prit sa place au centre de la pièce, leva les bras vers la lumière et se remit à danser. Pour la première fois depuis son accident, pour la première fois de sa vraie vie, elle dansait uniquement pour la joie de danser. Et c'était la plus belle des victoires. 5 ans plus tard, la petite Amélie d'Alverny courait pieds nus sur la plage de Calvi, ses boucles châtaines voltigeant dans le vent marin. À 4 ans, elle avait hérité des yeux gris de son père et de la grâce naturelle de sa mère, mais surtout, elle possédait cette joie de vivre spontanée que seuls les enfants vraiment aimés peuvent rayonner. « Maman, papa, regardez ce que j'ai trouvé. » Elle brandissait un coquillage nacré qu'elle venait de ramasser, ses petites mains encore pleines de sable. Isée et Silver échangèrent un sourire complice depuis leur position allongée sur la couverture de plage, leurs doigts entrelacés comme ils l'étaient si souvent désormais. « C'est magnifique, ma chérie, » dit Isée, en se redressant pour examiner le trésor de sa fille. « On va l'ajouter à ta collection. » L'école de danse d'Isée était devenue une institution respectée en Corse. 53 petites filles avaient déjà bénéficié de ses cours, et beaucoup étaient partis poursuivre leurs rêves dans de prestigieuses académies du continent. Mais le plus beau succès restait Mélissa, aujourd'hui âgée de 15 ans, qui venait d'être acceptée à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Silver, quant à lui, était devenu une référence mondiale dans la protection de l'enfance. Son ONG, Liberté Retrouvée, avait permis de démanteler 12 réseaux d'exploitation dans 8 pays différents. Paradoxalement, son passé de victime était devenu sa plus grande force professionnelle. « Tu penses à quoi ?» demanda Isée en remarquant son air songeur. « À Solange. Elle arrive demain avec son nouveau livre. » Solange Vernier était devenue bien plus qu'une amie. Elle était la marraine d'Amélie et une figure maternelle de substitution pour les anciennes élèves d'Isée. Son nouveau livre, Après la tempête, racontait les histoires de reconstruction de toutes les victimes de l'affaire d'Alverny. « Et tu penses aussi à lui, n'est-ce pas ?» Silver hocha la tête. Armand d'Alverny était mort en prison 6 mois plus tôt, emportant avec lui les derniers secrets de sa lignée maudite. Contre toute attente, Silver avait ressenti un mélange de soulagement et de tristesse à cette nouvelle. La mort de son père marquait la fin définitive d'un chapitre douloureux, mais aussi la fermeture de toute possibilité de réconciliation ou d'explication. « Je ne le pleurerai jamais, » dit-il doucement. « Mais parfois, je me demande s'il y avait encore un être humain quelque part sous le monstre qu'il était devenu. » Amélie revint en courant vers eux, suivie par Luna, le Golden Retriever qu'ils avaient adopté l'année précédente. La petite fille se jeta dans les bras de son père avec cette confiance absolue qui émouvait encore Silver aux larmes. « Papa, tu me racontes encore l'histoire de la princesse danseuse et du prince triste ?» C'était leur rituel du soir. Silver avait transformé leur propre histoire en conte de fées adapté pour une enfant,
où les méchants étaient punis et où l'amour triomphait toujours. Amélie ne connaîtrait jamais les détails sordides du passé de ses parents, mais elle grandirait en sachant que l'amour véritable peut surmonter toutes les épreuves. Bien sûr, ma princesse, mais d'abord, il faut rentrer se laver. Tu es couverte de sable. Ils remontèrent tous les quatre vers leur maison blanchie à la chaux, Amélie gambadant devant eux et Luna trottinant à ses côtés. Le soleil couchant baignait le paysage d'une lumière dorée, transformant ce moment ordinaire en tableau parfait du bonheur familial. Dans le salon, Isée s'installa au piano, un cadeau de Silver pour leur 3e anniversaire de vraie vie commune. Ses doigts trouvèrent naturellement la mélodie de Clair de Lune, ce morceau qu'elle avait tant aimé danser autrefois, mais aujourd'hui, elle n'éprouvait plus de nostalgie pour cette période. Sa vie d'avant appartenait à une autre femme. Amélie s'endormit dans les bras de son père au milieu de l'histoire, ses petits poings serrés sur son coquillage du jour. Silver la porta délicatement jusqu'à sa chambre, décorée de ballerines en papier qu'Isée avait confectionnées avec ses élèves. Elle ressemble de plus en plus à sa grand-mère, murmura-t-il en rejoignant Isée sur la terrasse. Il parlait de la mère de Silver, morte quand il avait 12 ans, et dont il gardait quelques souvenirs heureux d'avant les traitements. C'était la seule membre de sa famille qu'il évoquait avec tendresse. Elle aura une enfance normale, promit Isée. Elle ne connaîtra jamais la peur, la manipulation, les secrets. Elle grandira entourée d'amour et de vérité. Et si elle nous pose des questions sur notre passé, sur pourquoi nous n'avons pas de famille élargie, nous lui dirons que parfois les familles se construisent autrement, que l'amour choisi vaut mieux que les liens du sang, qu'elle fait partie d'une lignée nouvelle, celle que nous avons créée ensemble. Ils restèrent enlacés sous les étoiles, écoutant le bruit des vagues et les rires lointains des derniers promeneurs sur la plage. Dans quelques heures, Silver partirait pour une mission de 10 jours au Pérou. Dans une semaine, Isée présenterait le spectacle de fin d'année de ses élèves. Dans 6 mois, ils emmèneraient Amélie voir pour la première fois les montagnes d'Annecy, pas pour s'y installer, mais pour lui montrer d'où venaient ses parents et comment ils avaient trouvé le courage de tout quitter pour l'amour. Leur histoire avait commencé dans une tempête alpine, dans l'obscurité d'une nuit d'octobre à Chamonix. Elle continuait maintenant sous le ciel étoilé de Méditerranée, baignée de sérénité et d'espoir. « Tu regrettes parfois » demanda Silver. « Cette vie simple, loin des projecteurs, loin du luxe d'Annecy ? Jamais. Tu sais pourquoi ?» Elle se tourna vers lui, et dans la pénombre, ses yeux brillaient de cette même intensité que lors de leur première vraie nuit d'amour. « Parce que c'est la première fois de ma vie où je vis vraiment, où chaque geste, chaque mot, chaque sentiment m'appartient entièrement. Nous ne sommes plus les produits d'une manipulation, Silver. Nous sommes devenus les auteurs de notre propre histoire. » Il l'embrassa alors, et dans ce baiser résonnaient 5 années de reconstruction patiente, de confiance reconquise, d'amour authentique. Ils avaient traversé l'enfer des manipulations familiales pour accéder au paradis de l'amour libre et choisi. Au loin, le phare de Calvi balayait régulièrement l'horizon de son faisceau lumineux, comme un rappel permanent que même dans l'obscurité la plus profonde, il existe toujours une lumière pour guider les navires perdus vers un port sûr. Isée et Silver avaient trouvé leur port, et ils n'en repartiraient plus jamais. Fin question pour réflexion. Après avoir découvert que votre mariage de 3 ans était en réalité une expérience psychologique où vous avez été drogué, surveillé et manipulé, mais que votre partenaire était aussi une victime et est tombé sincèrement amoureux de vous pendant le processus. Pourriez-vous pardonner et recommencer? Réfléchissez bien. Choisiriez-vous l'amour véritable né de la manipulation, ou le traumatisme serait-il trop grand à surmonter? Silver mérite-t-il une seconde chance, ou Isée aurait-elle dû fuir? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.